Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je reçois un spécialiste des situations extrêmes. Il nous raconte le GIGN de l'intérieur. Il était en première ligne lors des attentats contre Charlie Hebdo ou encore au Super U de Trèbes. Il partage avec nous son expérience. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir David Corona. Bonsoir. Vous êtes ancien membre du GIGN, donc doué pour discuter, faire la bagarre et aider les gens. C'est vous qui le dites à votre petit garçon dans le livre. Et dans ce livre, justement, vous partagez avec nous vos secrets pour mieux négocier. Voilà, ça peut servir dans la vie de tous les jours, on va le voir. D'abord, juste votre visage en première couve de ce bouquin. C'est très rare de voir un ex-membre du commando du GIGN parler à visage découvert. Vous avez eu le droit ? Oui, alors j'ai eu le droit dans la mesure où j'ai quitté l'institution et j'ai quitté l'armée. C'était aussi un travail intéressant de me montrer à visage découvert là où j'ai été dans l'ombre, cagoulé pendant des années. C'était aussi une manière pour moi aussi de sortir de cette ombre-là, de cet anonymat pour proposer ce que je pouvais peut-être apporter aux gens à l'extérieur. Et j'essaye d'apporter à travers cette couverture le regard et l'intention et l'attitude que je peux poser dans certaines situations de crise aujourd'hui. Le regard de Superman. On pouvait dire que les super-héros n'existaient pas. Vraiment, en lisant ce livre, on peut se dire que c'est faux. C'est inouï, les épreuves que vous devez traverser pour déjà, ne serait-ce que entrer et avoir le droit de commencer à travailler, enfin à vous entraîner avec le GIGN. Ouais, ce premier écrémage, il est absolument nécessaire. Le plus simple des tris se fait par le physique au départ, mais en fait, celui qui nous intéresse le plus, c'est le tri psychique, psychologique, émotionnel. Tenir jusqu'au bout. Oui, parce que finalement, les situations de crise auxquelles les membres du GIGN font face ou les membres des forces spéciales font face sont des défis émotionnels, psychologiques plus que physiques. Après, c'est sûr que c'est intéressant de savoir tenir dans le froid, résister au sommeil, avoir une bonne stabilité émotionnelle. Mais c'est dans la tête que ça se passe le plus souvent. Oui, alors voilà, vous dites, dans le froid, pas beaucoup dormir. Enfin là, on est sur nager dans une eau glacée, les pieds et les mains lestés. Il faut quand même aller à l'autre bout du lac, faire des courses d'orientation en pleine nuit avec des tireurs embusqués. Il y a certains exercices qui se font à balles réelles. Et vous dites, oui, c'est normal parce que dans la réalité, si on n'est pas capable de résister à cette émotion-là, quand on le joue, on ne sera pas capable de résister dans la réalité. Mais bon, ce sont quand même des balles réelles et on vous tire dessus. Des séances de kidnapping, de vraies tortures. C'est quand même des capacités de résistance quasiment inhumaines. Et pourtant, elles sont humaines au final, puisque chaque année, il y en a entre 10 et 15 qui sortent, qui le vivent plutôt bien, qui sont sélectionnés et qui intègrent cette unité. Sur des centaines. Ouais, au départ, c'est toujours entre 100 et 200, 150 en moyenne, mais il y en a une bonne quinzaine qui sort chaque année. Donc, ce sont des capacités que vous et moi ne trouvons insoupçonnables au départ, peut-être. Et il s'avère que chaque année, il y a des gens qui se révèlent être capables de faire ça. Et c'est là qu'on les cherche. On voit d'ailleurs que vous vous êtes entraîné très dur. C'est une première fois, puis une deuxième fois. Vous ne lâchez rien. Et comme vous le dites, le métier est physique, mais pas que. Ouais. Et psychique, il faut exceller entre autres en négociation, puisque vous allez être face à des terroristes, mais pas que, ça va être aussi des preneurs d'otages, des maris violents, des prisonniers en manque par exemple. Est-ce qu'il y a une technique commune à toutes ces négociations ? Une technique commune, peut-être pas, parce que chaque situation est différente, chaque personne est différente. Maintenant, ce qu'on peut identifier, c'est des process, des analyses où on va d'abord comprendre qui est l'autre en face. Parce que souvent, on se prend la violence en pleine figure, on se prend il faut être très vite sur le terrain, très rapidement. Exactement, il y a une urgence, il y a une violence. Et en fait, quand on s'aperçoit qu'on dépouille un petit peu ce qui est dit dans les médias, ce que nous ont raconté les gens, on a une personne en face de nous qui a une histoire, qui a un environnement familial, un travail peut-être même parfois, des enfants. Et quand on commence à gratter cette histoire et qu'on commence à comprendre comment la personne en est venue à cette situation extrême,
et qu'on se connecte, des qu'on failles. se branche, on peut commencer à trouver des ouvertures. Justement, alors vous racontez cette négociation que vous tentez avec les frères Kouachi. On est juste après l'attentat de Charlie Hebdo. Ils se sont enfuis, ils se retranchent dans cette imprimerie. Et c'est vous qui êtes en première ligne. Vous êtes choisi pour négocier. Et vous dites, j'ai la conviction qu'il y a des leviers de négociation, même avec les terroristes. Ils ont une enfance, une histoire, il y a des failles et c'est celle-ci qu'il faut trouver. Vous pensez qu'on peut négocier avec tout le monde? Oui, on peut négocier avec tout le monde. Si vous prenez, je sais pas, une cinquantaine d'enfants de 5 ans dans une école, sûrement que ils auront toutes et tous des trajectoires différentes. Il y en aura qui seront chefs d'entreprise, d'autres qui seront commerciaux, d'autres qui travailleront à la télé, d'autres qui seront négociateurs au GIGN, d'autres qui finiront 20 ans en prison. Et pour autant, à ce stade-là de leur éducation ou à ce stade-là de leur avancée dans ce chemin de vie, de ce développement, on se pose pas la question de est-ce qu'on peut discuter avec cet enfant ou pas. On discute. On discute, on trouve des moyens éducatifs. Alors parfois on essaye de mettre la pression, parfois on essaye de faire les gros yeux, parfois on essaye d'expliquer, parfois on essaye de faire un câlin. Et d'une certaine manière, quand on grandit et qu'on se retrouve dans des situations face à des personnes qui mettent plus d'énergie ou qui ont plus de moyens de développer de la violence, bah tout de suite c'est un frein et on se dit bah non, on peut pas négocier avec cette personne. Je suis pas d'accord en fait. Alors justement, ce que vous dites, c'est qu'on peut négocier dans la vie quotidienne et dans le livre, vous donnez une série de mantras, de sortes de repères aussi mémotechniques pour nous aider à mieux négocier, notamment en situation de crise. Vous dites par exemple ce conseil: nous sommes 100% responsables de 50% de la relation. Absolument. Qu'est-ce que ça dit ? Cette phrase, je la tiens dans des instructeurs qui nous avaient passé un petit peu à la moulinette lors de la formation de négociation, et ça donne de la responsabilité dans la relation, ça donne du cadre. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire « tu m'énerves, tu me stresses, tu me rends triste ». En réalité, il y a personne qui a la télécommande de votre tête, de votre cœur ou de vos émotions. Là, je pourrais vous raconter une blague que je trouve très drôle et qui vous ferait pas rire du tout. Et en même temps, c'est vous qui allez décider d'être triste, de vous rendre triste ou de vous raconter que vous êtes en colère vis-à-vis de ce que je vous dis. Et donc, je pose quelque chose au milieu et vous en faites ce que vous voulez. Et donc, vous êtes responsable de votre émotion et de ce qui se passe. Donc, une façon de dire qu'on peut reprendre le contrôle, en fait. Absolument. Quand une situation nous échappe, on peut reprendre le contrôle d'au moins une grande partie, 50% de la relation qui est en train de se jouer. Absolument. Vous dites aussi, et ça c'est quand même des erreurs qu'on peut faire souvent quand on négocie, de ne jamais poser d'ultimatum. Oui. En fait, poser un ultimatum à quelqu'un, c'est se poser un ultimatum à soi-même. Parce que si je vous dis que si vous ne faites pas, vous ne dites pas ce que je veux, je vais faire ci ou ça, je vais devoir m'exécuter à un moment donné. Si vous allez en buter de cet ultimatum, moi, je vais devoir exécuter la menace que j'avais mis à votre rencontre. Pour les enfants, les conjoins, bien sûr, les patrons. Et donc, si on n'est pas prêt réellement et qu'on n'a pas en plus les moyens de mettre à exécution cette menace explicite ou implicite, il faut absolument pas se poser d'ultimatum. Et alors, il y a des conseils qui peuvent sembler contre-intuitifs. Vous dites qu'il faut accepter de tout dire et de tout entendre. Alors quand on voit que le b.a.-ba de la stratégie, on nous explique quand même, c'est de garder une partie pour soi ou d'en garder sous le pied, on se dit que c'est étonnant. Ou encore, vous dites, d'essayer d'arrêter d'imaginer le pire. En gros, ce qui revient à dire, imaginons toujours le pire. Oui. Oui, parce qu'en fait, ce pire, que vous l'imaginiez ou pas, que vous le laissiez accéder à votre tête ou que vous puissiez le dire à haute voix, il existe, il est là. Il y a une partie de vous qui l'imagine, il y a une partie de vous qui le fantasme, il y a une partie de vous qui en a peur surtout. Et le fait de l'affronter plutôt que de le fuir va faire qu'à un moment donné, ce pire fantasmé n'a plus aucune prise sur vous, n'a plus aucune puissance. Et à ce moment-là, on peut réellement se libérer dans certaines situations. Et anticiper au mieux. Exactement. Merci David Corona. Encore plein d'autres situations et plein d'autres exemples qui peuvent tout à fait nous inspirer lors de différentes négociations et gestion de situations de crise, d'en négocier face à la violence avec ses émotions pour trouver son chemin. C'est chez Grasset. Merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux et ses invités qui vont revenir sur les premiers pas du nouveau gouvernement et sur les accusations de viol à l'encontre du ministre des Solidarités. Damien Abad, bonne mission. À demain.